Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. L'école béninoise pour former un homme techniquement compétent et humainement équilibré et performant doit relever de nombreux défis. Les réformes à l'avènement du régime du nouveau départ nous a donné d'espérer que l'école béninoise sera plus organisée et contribuera plus efficacement au développement du Bénin en corrigeant le laisser-aller général de ces dernières années. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Grosse interrogation et système éducatif au Bénin, état des lieux et impact sur la nouvelle rentrée scolaire. C'est le thème de ce nouveau numéro de Politique sans tabou. Bonsoir à tous à nouveau. Merci d'être avec nous. Nadège Diouan, bonsoir. Bonsoir Pisrouyo, bonsoir à tous. Donc nous sommes évidemment le vendredi 22 septembre 2023. Vous le savez très bien, la rentrée scolaire s'est faite ce lundi sur toute l'étendue du territoire béninois avec certainement des certitudes mais aussi avec des interrogations qui sont restées évidemment sans réponse. Nous y sommes, Politique sans tabou. Nous abordons le système éducatif béninois, état des lieux des réformes et impact sur la nouvelle rentrée scolaire. Avec nous pour discuter, Cosme Gansa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc formateur désigné, entendez, École normale d'instituteurs de Porto Novo. Bienvenue sur le plateau de Politique sans tabou. Merci. Et puis en direct avec nous, Kassa Mompo, vous le connaissez très bien. Il est le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kassa Mompo, vous m'entendez? Bonsoir, madame. De toutes les façons, il est déjà installé. Oui, La première question, quel est l'état des lieux des réformes faites à ce jour? Monsieur Cosme Gansa, on va commencer certainement avec vous, le temps que la technique règle les problèmes avec monsieur Kassa Mompo. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre chaîne. Et par rapport à la question que vous avez posée, s'agissant de l'état des lieux sur le système éducatif, Oui. Bon, moi, sans tabou, hein, Oui, allez-y. Sans tabou. Sans tabou. Aujourd'hui, personnellement, je ne trouve rien de bon. Pourquoi? Vous savez, depuis un moment dans ce pays-là, il est vrai qu'il y avait assez de moments de grève qui perturbaient les activités scolaires. Oui. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement de la rupture, il n'y a plus de grève. Et c'est tant mieux pour le système éducatif. C'est tant mieux pour le système Donc éducatif. on a gagné quelque chose quand On même. a gagné quelque chose. Mais les résultats ne sont pas ce que cela doit être. C'est une réforme majeure. Vous dites que cette réforme majeure n'a pas impacté positivement le N'a système pas éducatif impacté béninois. positivement le système éducatif béninois. Comment vous pouvez dire ça? Je peux le dire parce que ces réformes, il ne faut pas faire des réformes pour des réformes. Avant de faire les réformes là, il faudrait inviter les acteurs, les principaux acteurs même du système. Ces acteurs ne sont pas invités. Mais on a vu plusieurs fois les acteurs à la table. Non, ce ne sont pas les vrais acteurs. Ce ne sont pas les vrais acteurs. Vous dites que les secrétaires généraux des confédérations qu'on a vus plusieurs fois à la table des gouvernants ne sont pas les vrais acteurs. Ne sont pas les vrais acteurs parce que ceux qui sont dans les salles de classe là, c'est ceux-là que moi j'appelle les vrais acteurs. Mais ceux qui sont dans les salles de classe sont représentés par les confédérations des organisations. Ils sont représentés. Oui. Ils ne peuvent pas transmettre totalement, exactement ce que les principaux acteurs ont dit. C'est ça qui fait le drame. Il faudrait inviter ceux qui sont dans les salles de classe. C'est eux qui vivent tout. Ils connaissent tout. Ils connaissent tous les problèmes de ce système-là. C'est à eux, normalement, qu'ils devraient... Mais peut-être qu'ils font le point et qu'ils ne sont pas forcément écoutés. Bon, on va écouter tout à l'heure, monsieur. D'accord, bon, on va l'écouter. On va quand même leur laisser le bénéfice du doute. D'accord. Peut-être qu'ils font le point et qu'ils ne sont pas forcément entendus. Parce que je fais partie de ce système aussi. Monsieur Kassamampo, puisque vous êtes là, est-ce que vous nous recevez? Oui, je vous reçois, madame. Ok. Alors, monsieur Oui, je vous Gansa reçois. pose le débat en disant que les réelles préoccupations du corps enseignant ne sont pas portées par les confédérations syndicales et tout aux gouvernants. Est-ce que vous êtes d'accord dessus? Et que du coup, par rapport à l'état des lieux, il n'y a pas vraiment eu des avancées. D'abord, par rapport aux préoccupations des enseignants qui seraient portées par les confédérations et centrales syndicales au gouvernement, il n'en est rien. Parce que les préoccupations qui sont portées effectivement par les
confédérations centrales syndicales, les secrétaires généraux qui vont aux pseudo-négociations ne sont pas écoutés. Donc ça fait un premier pas. Lorsqu'on va là-bas, tout ce que nous disons là-bas n'est pas pris en compte par le gouvernement. Mais pour répondre avant, par rapport au système éducatif, il faut d'abord souligner une question importante. Le système éducatif au Bénin a une particularité. La particularité, c'est que l'école au Bénin continue d'être une école néocoloniale. C'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'au Bénin, qu'on continue de dire que la langue officielle, la langue d'enseignement, c'est le français. Nous ne sommes pas français. Or, si vous suivez tout ce que les gens disent, même l'UNESCO, les scientifiques disent que aucun pays ne se développe dans une langue d'autrui. On se développe dans sa propre langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'on s'instruise en français, c'est qu'on ne transporte que le français ne transporte que la culture française. Donc, ce qui se passe chez nous n'est pas pris en compte. En un mot, l'école de chez nous s'occupe de former les commis, un peu comme au début de la colonisation, où le colon faisait former des commis qui vont les territoires. Et c'est ça qui se poursuit, et c'est ça qui fait que notre école n'est pas du tout adaptée à nos réalités socio-culturelles et économiques. Résultat, on ne forme que des sans-emploi, des gens dont la formation n'est pas adaptée aux réalités, et il y a plein de sans-emploi. Ça, c'est le premier aspect. Ça veut dire que si on ne retourne pas à l'école, actuellement la tête en bas et les pieds en l'air, pour que l'instruction se fasse dans nos propres langues et que nos cultures soient véritablement, que ce soit dans nos cultures qu'on enseigne. Je donne un exemple. La question, par exemple, de la santé. Les facultés de médecine, on enseigne tout. Mais et les connaissances de chez nous? Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau pour continuer, pour poursuivre ce nouveau numéro de Politique sans tabou qui parle du système éducatif. Nous en avons posé les bases, Monsieur Gansa, Nadège Diouan. Bien sûr, avec Monsieur Kassa Mampo également. Nous allons continuer avec Monsieur Gansa le temps que Monsieur Kassa Mampo nous rejoigne. Il est là déjà. Il est déjà là. Je pense on parle justement des réformes. Et puis, est-ce qu'on peut se dire effectivement que ces réformes ont tenu leurs promesses, Kassa Mampo? Oui, madame, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous reçoit très bien, Monsieur Kassa Mampo. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Ok, je disais donc que l'école de chez nous est une école extravertie qui donc ne règle pas l'équation de l'existence. L'école doit aider à régler les problèmes de la vie de chez nous. Or, ce qui se passe là, ce n'est pas du tout ça. Vous-même, vous voyez, on parle d'approche par compétence. Or, la compétence dont on parle, nos enfants ne sont pas compétents dans une langue d'autrui, compétents dans leur propre langue. Je donnais l'exemple de la santé, où on forme les médecins simplement sur la base de la médecine occidentale. La médecine traditionnelle, où les tradithérapeutes ont acquis des connaissances empiriques autour desquelles il fallait faire des recherches scientifiques et rationaliser ces connaissances, un peu comme les Chinois. Les Chinois sont partis de leur langue, de la médecine traditionnelle qu'ils ont modernisée. Donc, chez nous, nous continuons d'être toujours dans une école juste de formation des commis. Ça, c'est le premier problème. Il faut qu'on soit conscient de cela et que nos politiques visent à changer la donne et véritablement avoir l'instruction dans nos langues nationales. Maintenant, si nous prenons en compte l'école française même, dans l'état actuel,
ce qu'il fallait même pour que l'enfant apprenne en français, ce n'est pas du tout cela. Le formateur de l'école normale disait que les véritables acteurs de l'école, c'est les enseignants qui sont à la craie. C'est vrai que nous les représentons au sommet, nous ne sommes même pas écoutés, et il faut effectivement que si on veut voir le système éducatif, améliorer le système éducatif, on aille regarder ce qui se passe dans ce système-là, quels sont les problèmes. Et c'est à partir des acteurs clés, ceux qui sont à la tâche de façon quotidienne, c'est en suivant ceux-là qu'on peut savoir véritablement ce qui se passe. Or, ceux-là ne sont pas suivis. Leur porte pas que nous ne sommes pas écoutés. Donc, au point où le gouvernement, c'est ce qui lui plaît qu'il fait, et on appelle ça réforme. Tout à l'heure, on va aborder des aspects des réformes et voir ce que ça donne. En gros, fondamentalement, rien n'a changé, sinon ça s'est aggravé. Vous voyez maintenant le manque d'enseignants, par exemple. Le manque d'enseignants, avant, il y avait le système de vacation. Il y avait des vacataires qui enseignaient dans les établissements secondaires et peut-être les communautaires, le système de communautaires et de vacataires. On s'était battu en tout temps, en 88, que les communautaires soient reversés dans le public, que les vacataires dans le secondaire aussi soient reversés. Aujourd'hui, on a changé ce système-là, un système d'aspirants au métier et on croyait que ça allait améliorer. Mais nous constatons que donc, ça ne règle pas du tout le problème d'enseignants. À ce niveau, C'est quel problème plutôt qu'on a recruté. Monsieur Kassamampo, sans vouloir vous interrompre, comment est-ce que vous pensez, enfin, sur quoi vous vous fondez pour dire que les AME ne règlent pas véritablement le problème? Quel est le souci, en fait? Mais les AME, il faut recruter, il faut d'abord recruter, il faut parler d'AME, il faut recruter les enseignants en forme, les former pour ceux qui ne sont pas formés et faire d'eux des agents assermentés de l'État. C'est ça le problème fondamental. Alors ici, on a recruté des gens, parfois déjà diplômés, sortis des écoles normales, qui ont des diplômes professionnels, qui sont déjà, ils ne sont plus aspirants. Ils ont fait la formation, la théorie, ils sont sortis avec nous. Ceux-là, ils sont d'autres effectivement enseignants qu'on peut appeler qui sont sortis avec des diplômes académiques et qu'on a pris en compte pour au moins un an et ils n'étaient pas encadrés comme ça, ils étaient laissés à eux, mais ils étaient titulaires de leur classe. C'est vrai, ils suivent les trucs d'encadrement, les animations pédagogiques, mais ils sont titulaires de leur classe. Un an après, si quelqu'un tient, ça suffit pour qu'on puisse dire que on peut le suivre, le recruter. Encore qu'il peut même faire un test. Donc, lorsque vous réussissez à un test, comme ça se fait assez, vous réussissez à un test, même si vous avez un diplôme professionnel, on vous prend, on vous forme et on fait de vous un enseignant. Et maintenant, les AME, là, ce sont des contractuels de l'État. Mais des contractuels de l'État qui ne sont pas traités comme d'autres contractuels. Des contractuels de l'État qui ont une grille salariale hors norme. La grille salariale qu'on leur applique n'existe même pas. D'un contractuel de l'État lui donne droit à un chez eux, ce n'est pas ça. Et plus grave, c'est eux qui sont plus chargés. Ceux du secondaire, par exemple, c'est eux qui vont jusqu'à 8-30 heures
alors qu'ils ont un salaire réduit, un salaire dérisoire. Ils n'ont pas 12 mois sur 12 de salaire et c'est eux qui ont plus une masse horaire plus chargée. Donc, ils sont devenus des esclaves du système éducatif. Et ils se plaignent. On les affecte, on peut les affecter à des distances très éloignées de là où ils ont souhaité être au départ, parce qu'au moins, certains savaient qu'ils pouvaient être proches des parents ou des gens, des connaissances qui pouvaient les aider. On peut prendre quelqu'un de Cotonou pour l'envoyer à Malanville ou à Tangueta. Il arrive là-bas, il doit louer, il n'a pas de moyens, il attend donc le truc, le salaire qui vient avec le tas qui n'est pas du tout suffisant. L'option aspirant au métier d'enseignant n'est pas aussi la bonne. Monsieur, oui. Nous allons revenir par ici. Monsieur Kassa, est-ce que vous allez vous prononcer justement sur cette question? Est-ce que vous partagez Est-ce que vous êtes formateur? Est-ce que vous avez des retours des AME? Effectivement, déjà? Ce que Kassa Mampo dit est réel. Et vous savez, et nous avons formé des élèves qui sont titulaires de diplômes professionnels. Donc, c'est des professionnels bontins. Et si on veut, on a besoin vraiment d'enseignants. Et le simulaire de test qu'ils ont fait là, on n'a pas besoin avant de les recruter. Non, c'est des gens qui sont formés, qui sont déjà au point. Et bref, il y a un point là. En principe, il y a un test qui dit qu'avant d'être dans les classes, il faut avoir un diplôme professionnel. Oui. Mais grande a été notre surprise quand on a vu des bacheliers traîner par-ci, par-là. Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Et ça là, c'est dans les réformes. Moi, je ne comprends pas. Et si on parle de réforme là, surtout dans l'éducation, c'est les programmes. Depuis les indépendances jusqu'à ce jour-là, les programmes que nous avons exécutés dans l'école béninoise de la maternelle jusqu'à l'université, c'est des programmes venus d'ailleurs. Venus d'où particulièrement? Venus d'ailleurs de l'Occident. Mais les cadres béninois ne sont jamais restés ensemble pour produire un programme digne de ce nom. Un programme qui prend en compte les réalités du pays. Et l'histoire du pays. Mais à quel moment, vous, en tant qu'acteur, vous avez porté de telles revendications aux dirigeants, aux autorités? Oui, on a toujours porté, mais on ne nous écoute pas. Pourquoi? Parce que on pense que si on amène ça d'ailleurs, on a beaucoup de choses à manger dedans. Par exemple, les curricula révisés de CICP là, mais nous avons des cadres dans ce pays là qui peuvent faire mieux que ça là. Il suffit de chercher des professeurs d'université, ceux qui ont fait les sciences de l'éducation surtout, les sociologues, les psychologues, et à l'enseignement primaire, des inspecteurs bontins, et qu'on les mette quelque part là, l'État dit, bon voilà, c'est ce que nous voulons ça. Sortez-nous quelque chose. Vous allez voir qu'on va sortir un programme nickel qui sera adapté aux besoins de nos apprenants. Moi, c'est peut-être simpliste, mais je veux bien vous poser la question à vous et à M. Kassa Mampo. Comment est-ce que vous faites pour obtenir des satisfactions quand il s'agit de revalorisation salariale, mais quand il s'agit de revoir le programme, de refaire le programme, vous ne vous faites pas entendre? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à votre niveau déjà? Non, il n'y a pas de problème à notre niveau. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que, comme il a mangé beaucoup là, on écarte les gens. C'est ça la réalité. Mais ça, voyez-vous, il fut une année dans ce pays-là, au temps de la Révolution, il y a le programme École Nouvelle. Ça, c'est des Béninois qui fait ça là. Mais comme certains vont trouver leur compte dedans là, on a mis ça dans les poubelles. Et en son temps, bon, je pense que le Burkina avait pris ce programme-là et avait adapté ça à son pays. Et ça avait marché chez eux là-bas. C'est des Béninois qui avaient fait ce programme-là. Hein. Mais on ne veut rien. Tout à l'heure, Kassa Mampo a parlé de nos langues dans les écoles. Oui. Ça, c'est très important. Moi, en temps, je voudrais faire un mémoire en sciences de l'éducation. J'ai dit que je vais prendre le thème, la langue, l'utilisation de la langue locale dans le système éducatif. Mais le monsieur m'a dit non, hein, ne perds pas ton temps. Ça ne va jamais se réaliser. Il faut déjà essayer. Monsieur Kassa Mampo, finalement, est-ce qu'on peut dire que les réformes ont été faites dans votre dos? Parce que vous avez associé, donc le gouvernement vous a...
Non, aux acteurs du système éducatif au Bénin. Lorsqu'on vous entend. Bon, écoutez, madame, vous avez suivi en 2019, je prends un exemple d'une réforme. Lorsque les gens ont décidé de faire une évaluation diagnostique aux enseignants en 2019, ils ont estimé que c'est un texte suitable de faire cette évaluation diagnostique. Mais nous avons dit, pas possible qu'un enseignant qui enseigne soit évalué sur la même table et sur la même épreuve que celui qui enseigne il y a un an, à la base des résultats de la composition d'épreuves qu'on détermine les performances de l'enseignant. L'enseignant, c'est à la craie qu'on l'évalue. Est-ce que c'est le corps de contrôle qui évalue? Que cette évaluation-là n'avait pas autre objectif que de chercher à diminuer le nombre d'enseignants, comme les gens l'avaient fait au Niger. On a discuté, on a dit d'abord, on a prévu ça. Donc, ils ont fini par le faire au primaire. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont constaté que la moyenne, ils ont annulé pour demander à reprendre quand les enseignants se sont opposés. Ils sont allés au secondaire, on a même le débat, on a même été invité à la présidence. Et c'était le ministre Kakouma qui est de l'enseignement secondaire. Karim Salman était le ministre de l'enseignement primaire toujours. Mais je leur ai posé la question, j'ai demandé au ministre Kakouma, professeur d'université de son état. Mais comment pensez-vous qu'un enseignant qui a déjà ses diplômes professionnels, qui est déjà en train d'enseigner, comment est-ce qu'on peut l'évaluer sur table? Comme vous, journaliste par exemple, est-ce qu'on peut vous appeler aujourd'hui ou vous dire d'aller composer sur table pour voir vos performances en tant que journaliste? Si vous allez composer sur table, c'est peut-être la journaliste. De faire quoi? Monsieur Kassamampo, je disais, est-ce que ce n'était pas dans le souci de relever davantage le niveau des enseignants et d'offrir une meilleure qualité d'enseignement à nos enfants? C'est peut-être oui, ça. Mais justement, lorsque le corps de contrôle suit l'enseignant en situation de classe, il faut demander aux enseignants pratiquants ou praticiens. Tous les jours, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques inspectent les enseignants. Et après une séance d'inspection, les enseignants discutent, les corps de contrôle discutent avec l'enseignant par rapport à ce qu'ils ont constaté sur comment il a déroulé le cours. On découvre des choses. Parce que rien n'est figé. Parfois, la méthode qui est enseignée, vu les réalités que l'enseignant rencontre, il peut justifier pourquoi il a utilisé telle ou telle méthode alors qu'il y a des choses qui sont prescrites. Et ça forme aussi le corps de contrôle, ça permet de savoir que la situation. Et ce sont ces inspections répétées et les différents rapports que le corps de contrôle essaie donc de recouper, et on voit les problèmes qui reviennent et c'est ça qui amène justement à faire les modules de formation de renforcement des capacités des enseignants. Donc ce n'est pas en mettant quelqu'un sur la table là pour lui dire de composer une épreuve de dissertation de mathématiques que vous allez découvrir son niveau. L'enseignant, pendant l'enseigne, le conseiller pédagogique ou l'inspecteur arrive à savoir est-ce qu'il a les connaissances notionnelles telles qu'il faut, est-ce qu'il a les connaissances de base, est-ce qu'il maîtrise la pédagogie. Donc il y a une grille de suivi qui permet de savoir ça. C'est pour ça qu'on a dit que c'était pas, aucun test ne permettait de faire ce qu'ils ont fait. Donc la réforme là n'a conduit à rien. Vous avez vu ce que ça a donné? Ils ont fini par radier 350
arbitrairement, ils les ont rhabillés, ça a fait un pas de fer. Finalement, Ils sont allés chercher une promotion, une discrimination, ils ont pris la promotion 2008 reversée pour dire c'est eux qui vont faire. Et la politique est rentrée dedans. Les députés sont allés dans leur localité pour aller sensibiliser, pour dire il faut que les gens composent. C'est quoi? C'est quelle réforme ça? Et ce que ça a amené, pour qu'on évolue, M. à se rendre compte que c'est un exemple que j'ai pris là pour montrer que les réformes ne tiennent pas compte des acteurs. Tous les acteurs s'étaient opposés. Je me rappelle la position de la CSTB. C'est vrai que certains syndicats finalement s'étaient rangés du côté du pouvoir parce que le pouvoir insistait. J'ai demandé au professeur Kakou Maouyo, mais ce que vous dites là, dites au président qui n'est pas enseignant que ça ne se fait pas, il ne peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la pédagogie, ce n'est pas la science éducative qu'on suit pour faire les réformes. C'est une politique qui n'a rien à voir avec l'efficacité du terrain. Pas un peu ce qui se passe, et c'est ça ce qui se passe même avec aujourd'hui, vous avez même le Conseil national pour l'éducation. Justement, par rapport à cela, M. Kassamampo, nous retournons en studio ici. Monsieur Kassamampo, nous retournons en studio ici, Monsieur Gansa. Oui. Est-ce que, au-delà de ces points-là, qui apparemment n'ont pas marché pour les réformes, il n'y a pas d'autres points de réforme qui, quand même, impactent de façon positive le système éducatif? Par exemple, le Conseil national de l'éducation. Bon, le Conseil national de l'éducation est là, mais n'a pas un pouvoir de décision. Je vous donne un exemple. Et je suis à l'école normale d'instruction de Port-Nouveau. Oui. Il y a le décret 2015-693 qui demande de faire une formation modulaire aux formateurs des écoles normales d'instituteurs. Nous avons saisi notre ministre, le MAP, qui a refusé. Il dit que non, que le col n'existe nulle part, alors que c'est dans un décret. Nous avons écrit au CNE qui a demandé aux membres d'organiser la formation. Le membre dit non, que ce n'est pas opportun. Et, voyez-vous, depuis 4 ans, les écoles normales sont fermées. Et des fonctionnaires de ce pays sont à la maison et gagnent allègrement leur salaire. Sous la rupture, ça peut se passer? Ce que vous dites là, c'est... Je veux, même le ministre n'est qu'à venir. Salman n'est qu'à venir me voir. Nous allons discuter. La fois dernière, il paraît au cours d'une revue, il dit que non, que les aînés fonctionnent. Non, mais les aînés, ce n'est pas que l'administration. Il y a les formateurs, il y a les élèves. Donc, vous voyez-vous, c'est dit, et ce qui tue le système, on fait les tests, mais on ne veut pas les respecter. Parce que il y a la méfiance et la jalousie. La reine. Envers qui? Oui, mais parce que la reine, c'est parce que, bon, par exemple, l'exemple que je vais donner, par exemple, pour les formateurs des aînés là, le corps des formateurs, c'est un nouveau corps. Les gens pensaient que dès qu'on va vraiment installer ce corps, c'est le corps qui sera au-dessus de tous les corps. Donc il faut tout faire pour ne pas faire la formation. Et je suis en train d'apprendre qu'ils sont en train de faire une autre réforme maintenant pour casser ce décret-là. Mais qu'ils veuillent ou non, ils vont revenir sur ce décret-là parce que tant que le décret avait demandé de faire une formation modulée aux enseignants des écoles, ils doivent le faire. Alors, M. Cosme Gansa, finalement, le Conseil national de l'éducation, est-ce opportun ou franchement, ça ne sert finalement à rien? Non, ça n'a pas un pouvoir de décision. Mais qui décide finalement dans le secteur? Ah, mais c'est le ministre qui décide. Vous avez l'impression que la politique a pris le dessus mais c'est ça. À tout ce qui est technique, mais c'est tout ça. ce qui est administratif. C'est ça. C'est cela, hein. Le CEL ne peut rien. Le CEL va demander seulement au ministre, mais est-ce que tu peux faire ça? Mais s'il ne fait pas, qu'est-ce que le CEL peut faire? Donc finalement, vous n'attendez plus rien du CNE. Mais rien.
Moi, je dis rien, hein, rien du tout. Monsieur Kassamampo, est-ce que vous êtes d'avis avec Monsieur Dansa qui estime que le CNE est là que de nom et qu'il n'a aucun pouvoir décisionnel? Au fait, le CNE est là pour faire ce que le gouvernement veut. C'est Le l'impression que vous avez. CNE, ça C'est fait votre même... perception. Non, c'est ça ce qui se passe. Le CNE, d'ailleurs, tel que ça se passe, c'est même une structure de plus parce que au départ, lorsqu'on a dit qu'on veut renforcer le CNE, bon, on avait pensé qu'il fallait effectivement lui donner tout le pouvoir qu'il faut, mais quand on a appris que donc c'est directement logé à la présidence, or en fait, le ministre, lui, il est au gouvernement. Le gouvernement sent sur quelque chose, le CNE ne peut pas s'opposer. Ce qui se passe même, l'affectation des directeurs. Les gens ont eu tout le temps, par exemple, au niveau de l'enseignement primaire, les gens ont eu toutes les vacances pour nommer les directeurs. Plus de 500 directeurs devraient être nommés. Parce que les gens sont partis à la retraite et autres. Et au niveau du ministère, on fait des propositions et envoyé au CNE. Le CNE a demandé de corriger certaines choses. Ils ont corrigé, ils ont envoyé et ils faisaient le ping-pong jusqu'à ce que, à la rentrée, les directeurs n'étaient pas nommés. Lorsque le gouvernement nous a aidé pour nous rendre compte des diligences qui sont faites et que le gouvernement est prêt pour la rentrée, on dit mais nous sommes à une semaine de la rentrée. Les directeurs ne sont pas nommés. Alors, votre réforme là, où nous avons demandé à comprendre pourquoi c'était comme ça lorsque j'ai demandé. Le ministre dit, moi j'ai envoyé au CNE, le CNE a retourné ainsi de suite et finalement, c'est le ping-pong. À la dernière minute, après pratiquement la pré-rentrée, le ministre a demandé aux directeurs départementaux de nommer des directeurs par intérim. Ce que les directeurs ont fait. Ils ont pris service. Le lendemain, l'arrêté portant nomination venu du ministère est sorti. Donc, on n'a pas confirmé ces directeurs nommés par intérim. Donc, des gens ont été nommés et le lendemain, ils ont pris service, le lendemain, ils ont été remplacés. Alors, on est dans quel pays? Quelqu'un prend service, le lendemain, on prend service à sa place. Donc, ça veut dire que finalement, le ne règle CNE n'a pas aucun raison système. d'être, finalement. Ça ne règle aucun problème. Là, c'est ce que le gouvernement dit que le CNE fera. Avant Le CNE ne fera rien de particulier. Monsieur Kassamampo, avant d'évoluer dans les points de réforme, finalement, cette rentrée, vous l'abordez comment? Si l'état des lieux qu'on fait depuis le démarrage de cette émission est aussi négatif, en fait. Oui, mais vous avez entendu l'état des lieux. Je viens de parler des directeurs qui ne sont pas nommés jusqu'à la rentrée. Comment? Il faut qu'il aille. Suivez. Lorsqu'un directeur est nommé, il faut qu'il aille prendre service. Qu'il fasse le transfert de ses enfants avec le système qu'on appelle aujourd'hui système Éduc-Master. Il y a une master, il faut inscrire l'enfant pour faire un transfert d'un établissement à un autre. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, ça fait des problèmes. Les professeurs, les enseignants, même au niveau départemental, c'est vrai, on n'est pas à une année de mutation nationale, mais il y a au moins des mutations départementales aussi qui devraient être faites, qui n'ont pas été faites dans la plupart des départements. Donc, jusqu'à la rentrée, on n'a pas fait les mutations départementales. Après qu'on va réajuster, après avoir nommé les directeurs, on va réajuster. Et maintenant, les enseignants, dans ces conditions, l'enseignant a déjà effectué la rentrée quelque part.
on l'affecte ailleurs. Dans quel état va-t-il faire le travail au cours de l'année scolaire? Or, lorsqu'on parle d'enseignement, normalement, un enseignant doit connaître sa classe au moins un mois. C'est un mois à l'avance que, et si c'est son emploi du temps, c'est classe pour qu'il commence par préparer. Parce qu'aujourd'hui, avec le système d'approche par compétence demandé aux formateurs de l'école normale, là, l'enseignant ne doit plus être un simple enseignant, il doit être un ingénieur. Quelqu'un qui crée des situations d'apprentissage. Ça veut dire que toute sa vie, ça vient à réfléchir sur comment telle ou telle situation, comment je peux la présenter, quel matériel il faut réunir pour que les enfants puissent manipuler et à travers la manipulation, qu'ils puissent découvrir. C'est ce qu'on appelle l'approche par compétence. Ce qui est très compliqué. Donc, les enseignants sont obligés de prendre leur salaire pour aller acheter du matériel parce que l'établissement même n'achète pas tout le matériel qu'il faut. Voilà un peu comment les choses se passent et finalement les enseignants se retrouvent dans des conditions misérables. Encore que les effectifs pour la plupart du temps sont pléthoriques. Surtout avec la fusion des classes. Nous allons parler des classes pléthoriques, mais avant, Monsieur Gansa, est-ce que, puisque vous êtes formateur des ENI, est-ce que vous nous formez des ingénieurs ou finalement, comme le dit Monsieur Kassamampo, nous n'avons pas les moyens de notre politique? Non, on n'a pas effectivement les moyens. Et sincèrement, les élèves que nous avons dans les ENI là, nous leur avons donné une meilleure formation. Et même sans les moyens, ils s'adaptent. Ils s'adaptent. Mais l'adaptation là, bon, ça ne suffit pas. Par exemple, pour les nouvelles réformes dans l'enseignement primaire là, le manuel, le décodable, le livre de lecture là, mais ça fait des... C'est après la rentrée, des mois après la rentrée, que les enfants ont reçu ces documents-là. Mais c'est malheureux pour ce pays-là. Mais si on n'a pas les moyens d'une politique, mais il vaut mieux laisser... Vous pensez qu'on n'est pas prêt pour une approche par compétence? Non. Mais depuis le temps, l'approche, nous pouvons bien. Nous sommes à la hauteur. Nous sommes prêts pour ça? Non, on peut le faire. Nous n'avons pas les moyens. Les décideurs là ne veulent pas mettre les moyens. Comment vous pouvez les accuser de cette façon? Non, on peut les accuser. Ils n'ont pas les moyens, peut-être. Regarde, écoutez, si les membres du gouvernement laissent c'est-à-dire que leur aisance là, les gros salaires là, et s'ils se sacrifient un peu pour le pays là, le pays est parti. Mais tout part de là. Regardez, quand on a un ministre, on nomme un ministre aujourd'hui là, est-ce que vous connaissez le salaire d'un ministre dans ce pays? C'est pour ça qu'on ne nomme pas beaucoup actuellement, pour permettre quand même mais le peu qu'on a nommé là, vous connaissez le salaire? Est-ce qu'on a besoin de connaître? Oui, mais c'est beaucoup de salaire. Mais il faudra qu'il fasse de sacrifices. Mais il doit y avoir une ligne forcément pour s'occuper de ceux... Écoutez. Oui. En principe, le ministre n'est pas un dieu. Ce n'est pas mais il travaille pour la nation. Non, mais je travaille aussi pour la nation. D'accord. Et moi, quand je finis l'école, je viens à la maison, je rédige encore les modules. Mais lui, ce n'est pas vrai. Monsieur Cosme Gansa. Il y a des gens qui se sacrifient plus pour la nation. Et ceux-là sont laissés pour compte. Mais on s'occupe bien de vous maintenant. L'État béninois s'occupe bien des enseignants actuellement. En faisant quoi? La revalorisation salariale. Oh, combien? Il y a combien dessus? Vous connaissez le coût de vie au marché aujourd'hui? Vous êtes des femmes, hein? Vous savez ce que se passe dans les marchés? Mais ça va venir encore. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Non, moi, je suis Thomas. Mais monsieur Cosme Gansa, finalement, on a pensé que les grèves, c'était le problème. Oui. Et lorsque les grèves se sont achevées, on a poussé un ouf de soulagement dans les ménages, pour les enfants, les parents et tout ça. On se retrouve actuellement sur le système. Où est-ce qu'on va finalement? Qu'est-ce qu'il faut pour les Béninois pour que le système éducatif puisse reprendre? On a l'impression également que les enseignants gardent leur ego. Est-ce que c'est pas aussi ça? Ils veulent pas faire l'effort d'écouter un peu le groupe. Il y a un problème d'ego que les enseignants gardent. On ne peut pas trouver finalement un terrain compromis. Écoutez, pour le bien des enfants. Écoutez, les enseignants veulent bien travailler. Si vous les approchez là, c'est des gens qui veulent bien travailler. Mais
il faut les respecter. Vous avez l'impression que... Oh, mais ils sont traités de n'importe qui, n'importe quoi. Depuis combien de temps? Parce qu'on a vu les enseignants ici il y a quelques années. Oh, mais je dis qu'ils sont traités de n'importe quoi. On les traite comme des émigrants. Ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas honorés. Il faut les écouter. Il faut aller vers eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et il faut prendre en compte ce qu'ils disent. Et le problème est réglé. L'enseignant, c'est un homme très facile. Hein. Si vous savez le prendre, c'est fini. Mais si vous faites ce que vous voulez là, mais ils vont faire aussi à leur tête. Parce que je dis que les enseignants se plaignent finalement beaucoup dans ce pays. On a l'impression. Monsieur Kassa Mampo, vous êtes là? Oui, maman. Oui, alors, vous évoquez tantôt les classes pléthoriques. Les réformes n'ont pas eu d'impact sur ça. On est toujours à des effectifs pléthoriques dans nos salles de classe. C'est ce que vous dites? Oui, je dis que par rapport à la rentrée, non seulement il y a la question du matériel didactique, les manuels scolaires, par exemple, c'est depuis des années, hein, depuis 2016-2017, on n'a plus de manuel scolaire en français, en mathématiques du CE1 jusqu'au CM2. Et même aujourd'hui, même les cahiers d'activité CICP et autres, c'est des problèmes. Est-ce que vous êtes... Ça, c'est le matériel pour... Maintenant, par rapport aux effectifs, les programmes d'approche par compétences ne se déroulent pas avec des effectifs pléthoriques. Ailleurs, dans d'autres pays, d'abord, ça se fait dans la langue de l'enfant, parce que l'enfant est compétent dans sa langue. Et les gens ne dépassent pas 12 ou 15 élèves. Et ils ont le matériel pour que les enfants échangent. Ils ont l'informatique et ils peuvent échanger avec les enseignants. Ici, 60 élèves et l'enseignant tourne. Finalement, les pour la compétence ne marchent pas. Et ça ne marche pas, il n'y a pas le matériel, les enfants eux-mêmes n'ont pas de manuel, ils n'ont pas de livre à la maison. Comment travailler? Ça pose des problèmes. Ça fait que pour amener l'élève à comprendre le cours, à pouvoir donc réussir à son examen de fin d'année, et quand on dit examen, ce n'est pas seulement l'examen de passage, il y a l'évaluation formative ou progressive pour passer même du CE au CP, c'est un examen. Du CP aussi, les contrôles de connaissances là, pour pouvoir faire ça, il faut que l'enfant évolue dans de bonnes conditions. Les grèves, en réalité, même les grèves, c'était mieux. Parce que les grèves permettaient au moins que l'État soit obligé, y compris le plan de recrutement. Parce que lorsqu'on fait grève, ce n'est pas seulement pour revendiquer l'amélioration du salaire. C'est pour demander aussi qu'on recrute les enseignants, qu'on améliore les conditions du travail, qu'on construise les modules de classe pour permettre aux élèves dans de bonnes conditions. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous allez même dans les... Où étiez-vous lorsque, dernièrement, j'aurais appris que les écoles publiques ne peuvent plus rejeter des dossiers, enfin, des élèves. Et du coup, moi, je me pose la question, si déjà, à l'école publique, on a des effectifs pléthoriques, où étiez-vous lorsque le gouvernement a voulu faire passer une telle décision? Comment est-ce qu'on fait pour qu'on diffuse ça vers les écoles privées? Ou bien vous n'en avez pas été informé? Vous demandez où étions-nous? Est-ce que c'est nous qui décidons ou c'est le gouvernement qui décide? Le fait de ne pas renvoyer les enfants, c'est pas ça qui pose problème. Nous ne demandons pas de renvoyer les enfants. Mais lorsque vous ne créez pas les conditions pour que les enfants maîtrisent les cours, que vous les faites passer à un niveau, vous réglez quel problème? Ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est le gouvernement qui décide. Et le gouvernement, il prend la décision
sans créer les conditions. S'il crée les conditions pour que les enfants soient, l'enseignant lui-même, il est dans de bonnes conditions. Ce n'est pas un aspirant qui n'a pas de salaire, qui pense à la fin du mois, comment il va payer. Regardez, lorsqu'on était en discussion avec le gouvernement en décembre dernier, pour parler de la revalorisation des salaires, il avait été retenu que les enseignants aspirants devaient être reversés. Tous ceux qui avaient fait au moins 3 ans devaient être reversés. Les gens ont fait 4 ans. Et pendant les vacances, on a promis les reverser. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas. Et on parle maintenant de tests. Quels tests on veut leur faire maintenant encore? Ceux qui ont travaillé pendant 4 ans et qu'on n'a pas sorti du système. On a trouvé qu'ils sont performants, ils sont toujours là. Quel test on veut faire encore pour reverser ceux-là? Et avec quelle morale, quelle confiance ils ont en leur état pour aller travailler avec les enfants? Finalement, c'est les enfants qui vont en pâtir, ce sont les parents qui vont en pâtir, c'est l'école qui en pâtit et c'est tout le pays qui en pâtit parce qu'au finish, qu'est-ce que ça amène? Ça amène comment on appelle les échecs sont répétés et les enfants démissionnent. Beaucoup de sorties, il y a beaucoup de décrochage, beaucoup d'enfants quittent les écoles. Si vous vous renseignez sur les effectifs des candidats au BPC, c'est aller décrescendo. D'année en année, le nombre de candidats au BPC diminue parce que les enfants ne trouvent plus leur compte, surtout que quand ils voient que leurs grands frères sont allés à l'université, ils sont sortis avec licence, parfois avec master, et ils ne s'en sortent pas. Ils repartent pour apprendre menuiserie ou taillerie. Quand je disais que notre système éducatif est inadapté, là, les réalités, ça fait que même les petits-enfants n'ont plus de courage, surtout au collège, là, les enfants, il n'y a plus de secours scolaire. Quand moi j'étais au collège, j'avais 18 000 francs chaque année comme secours scolaire. Et ça m'aidait à payer la contribution scolaire, à acheter les fournitures. Aujourd'hui, les enfants n'ont plus de secours. Et comme l'enseignant de l'école normale le dit, mais avec les dépenses extravagantes faites sur les politiques. Je l'ai dit au président de la République quand il disait pourquoi moi je ne félicite pas le gouvernement pour la revalorisation des salaires. Je dis mais vous avez revalorisé les salaires à quel pourcentage pour que je vous félicite? Les 3% là et ce qu'ils ont appelé sur salaire et 2,4% pour les retraités. Pendant qu'on ne connaît pas les salaires des ministres. De notre émission, M. Kassamampo, finalement. Oui, suivez. Pendant qu'on ne connaît pas les salaires des ministres, les salaires des politiques, des députés, jusqu'au SE qu'on a nommé tout récemment là, les préfets, on leur fait de gros salaires. Et je ne connais même pas leur salaire, M. Kassamampo. Mais finalement, quel est le système éducatif adéquat pour notre pays finalement? Mais c'est ça que j'ai dit, non. Il faut un système éducatif qui est d'abord basé sur nos cultures nationales, nos langues nationales, nos réalités nationales, pour que ça aide à... Vous voyez par exemple le truc de... Comment on appelle ce truc-là? Pour les professeurs d'université, là. Le CAMES. Le CAMES. Vous savez que le CAMES a été institué. Le CAMES a été institué pour permettre à la France de contrôler les pays francophones. C'est depuis la France que les gens définissent ce qu'ils ont enseigné. Et c'est depuis la France que les gens surveillent les professeurs. Et la France confie une mission à chaque professeur en son temps. Et même jusqu'aujourd'hui, ça continue. Si vous refusez, si vous êtes influent et vous refusez d'exécuter leur mot d'ordre là, on peut vous faire échouer. Il y en a qui, comme ça, ont échoué, on leur a dit, tant que vous ne suivez pas ce que nous voulons, vous échouez. Au Bénin, nous avons pensé, ça veut dire que c'est pas une récemment, nous avons pensé les classes socio-éducatives. Est-ce que finalement, c'est une bonne... que c'est une réponse
aux problèmes que nous avons dans notre système. Oui, mais non, c'est que tel que c'est fait là, c'est arbitraire. Vous avez vu comment ils ont fait le séminaire à Est-ce qu'il est l'université arbitraire où le encore, M. président a Kassamampo? Pourquoi vous dites que c'est arbitraire? C'est Oui, monsieur, arbitraire il n'a pas parce qu'il entendu la faut question, s'asseoir. peut-être. On parle des classes Nous socio-éducatives. parlons J'ai des classes entendu. Vous dites, socio-éducatives. est-ce que ce qui est fait là, est-ce que ce qui est fait là, est-ce que c'est une réponse? Et je dis, c'est pas une réponse parce que la façon dont les réformes sont faites aussi à l'université, ça a été arbitraire parce qu'ils ne se sont même pas assis pour écouter les enseignants. C'est les politiques qui ont décidé de leur réforme sans associer les enseignants. D'abord, le fait qu'on cesse d'élire les recteurs, on nomme, donc on politise, les gens mettent leurs éléments politiques, leurs éléments de religion, leurs éléments de famille à la tête des universités. Ça tue la science. Ça tue le système éducatif. Donc, la politique fait tout. Et même pas une politique orientée vers le développement. Une politique au service de la France. Un peu comme ça se passe comme ça où aujourd'hui on est en train de faire la guerre, de vouloir faire la guerre au Niger à cause de la volonté de la France. C'est comme ça aussi dans l'enseignement. C'est comme ça. Les classes socio-éducatives sont encore calquées sur le modèle français. On parle des classes socio-éducatives. Mais là, parlons en quelle langue? Est-ce qu'on parle en fond, est-ce qu'on parle en Wama? C'est pas malheureux qu'après 63 ans d'indépendance, qu'on continue de dire que c'est le français qui est la langue du travail, alors que l'UNESCO dit qu'on ne peut pas se développer dans la langue d'autrui, c'est dans sa propre langue qu'on se développe. Et nous, on continue de dire que c'est le français qui est notre langue. Ça signifie quoi? Merci, monsieur Kassamampo. Ça signifie... Ça, voilà, qu'est-ce qu'il nous faut finalement? Mais avant, qu'est-ce que vous pensez de l'avènement des classes socio-éducatives? Bon, sincèrement, je n'ai pas une connaissance de ces classes-là. Ça, il faut l'avouer. C'est le dernier conseil des ministres. Oui, en fait. bon, je n'ai pas... Vous aurez le temps de... Oui, bon, je n'ai aucune connaissance là-dessus. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire pour ce système-là, il faudrait qu'on ramène la balle à terre. Il faudrait qu'on laisse la politique de côté. Et qu'on désigne des responsables. Il y a des gens sérieux dans le pays qui sont prêts à travailler pour le système. Mais puisque le politicien ne veut pas laisser la politique, comment est-ce que vous faites? Non, on n'a pas de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut? Et quand ce qu'ils font, quand vous dites que ce n'est pas bien, on dit que vous êtes contre le régime, vous êtes opposant, mais comme ça n'a pas marché. Le pays est pour nous tous. Il faudrait qu'on nous laisse le temps de parler, de dire ça là, ce n'est pas bien, ça là, il faut mettre ça là. Mais on ne veut pas. Mais c'est ce qui tue le pays, ça. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je vous dis que je suis à l'école normale, non? Et ceux qui ont fait le programme de l'école normale, écoutez bien, il y a certains élèves qui sont laissés en rade parce qu'ils n'ont pas pu atteindre le seuil. Et ceux-là, ils ont fait 2 ans de formation et ils sont renvoyés à la maison. Ils sont plein sur le tas. Plein. Et ceux-même, il y a beaucoup d'élèves qui sont formés, qui ont le diplôme, qui sont à la maison. Est-ce que vous avez porté ça aux Oh, mais non, mais il y a des gens qui connaissent, non? Ils ont tous les rapports, non? Ils connaissent tout. Donc, il faut revoir les programmes. Il faut vraiment revoir les programmes pour mettre tout le monde à l'aise. Vous avez 30 secondes pour conclure. Et rapidement, j'aimerais que vous dites un mot sur les cantines scolaires. Quand même, on va en parler. Non, cantines scolaires, là, il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, je ne trouve rien de bon là. Les cantines scolaires? Non. Faites un tour dans les écoles pour voir la qualité du repas des enfants. Mais les enfants mangent. Oh, mais comment mangent? Qu'est-ce qu'ils mangent quoi? Qu'est-ce qu'ils mangent? Et qu'ils ne mangent pas dans leur maison. Moi, je vais vous dire quelque chose. Les écoles, ce n'est pas également des hôtels 5 étoiles. Non, mais est-ce que finalement... Écoutez. J'avais fait moi-même des écoles à cantine. Et la qualité du repas, je sais, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Donc, j'ai été responsable adulte à la cantine d'une école dans ce pays-là. Et je sais comment ça se passe. Je connais la qualité du repas. C'est pas la même chose. Finalement, même à ce niveau-là... Bon, il y a problème. Non, mais les gens mentent au chef de l'État. Non, les gens lui mentent. Il n'a qu'à lui-même se déplacer un jour
aller constater les choses sur le terrain. Non, les gens ne lui disent pas la vérité. C'est sincère. S'il écoute seulement ces ministres-là, il va échouer. Monsieur Gansa, je pense que nous sommes au terme de cet entretien. Monsieur Kassamampo, vous avez un mot de fin rapidement en 30 secondes? Sur les cantines scolaires? Oui, non, même avant les cantines scolaires, vous avez, Monsieur Gansa dit tout à l'heure que il faut laisser la politique. On ne dira pas qu'il faut laisser la politique, puisque de toute façon, chaque école est portée par une politique. Ça pose le problème des gouvernants, de ceux qui nous gouvernent. Quel est l'objectif des gouvernants? Si ceux qui nous gouvernent, ceux qui accèdent au pouvoir, n'ont pas le souci du patriotisme, n'ont pas le souci de développer notre pays, ils sont plutôt tenus par donc leurs avantages personnels, les avantages de leur groupe, et ils répondront aux ordres de l'extérieur. Nous aurons toujours une école comme celle-là. Nous n'avons plus beaucoup Maintenant, de minutes, des questions de cantines scolaires, des cantines plus importantes, même si vous donnez à manger aux enfants et qu'ils finissent l'école primaire, s'ils ne peuvent pas évoluer pour que l'école leur soit utile à quelque chose, ça ne sert à rien. Encore que les cantines là, c'est encore un moyen pour traquer des enseignants, des directeurs d'école à cause de 2 boîtes de sardines. Des gens vont en prison ou sont radiés, alors que des gens détournent des milliards et n'ont rien. Donc, c'est pas ça qui est important. C'est pas les cantines scolaires qu'il faut présenter comme défait. Le truc des cantines scolaires, ça permet d'obtenir combien d'enfants formés au bout du cursus qui vivent de leur formation. Est-ce que vous ne pensez pas Donc, que ça il n'y a attire pas que beaucoup ça. plus d'enfants Il faut dans les revoir classes? le système éducatif et il faut que nous puissions effectivement nous battre pour que dans nos pays, les gouvernants soient attachés à leur patrie, attachés au développement de leur pays et non que des gens viennent s'occuper de leurs problèmes personnels, de leurs entreprises, de leurs affaires personnelles. Merci, Monsieur Kassamampo. Système éducatif au Bénin, état des lieux et impact sur la nouvelle rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Nadège Diwan. Merci beaucoup, Pisrouillon. On retient de cette émission que l'école béninoise rouvre ses portes donc avec beaucoup de questions, des vieilles questions, toujours non résolues. L'état des lieux n'est pas réluisant de ce qu'on retient de l'émission, évidemment. Il faut revoir le système éducatif au Bénin et penser à un système éducatif basé évidemment sur nos réalités. Nous avons reçu 2 invités qui nous ont entretenus de fort belle manière. Monsieur Cosme Gansa, merci. Vous êtes donc formateur des Zénith. Bienvenue, merci d'être passé sur notre plateau. Et puis Monsieur Kassamampo, on était en ligne avec vous. Merci également. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Merci à tous. C'était donc Politique sans tabou. À vendredi prochain pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis.